Bonjour les secondes, voici une vidéo dans le cadre de notre cours sur Nourrir les hommes. Cette vidéo est à destination des secondes OIB et non OIB, donc attendez-vous à des documents en français et en anglais. Et s'il vous plaît, je vous demande de prendre des notes assidues pour cette leçon. Alors notre objectif, il est double. Premièrement, nous allons essayer de comprendre et de mesurer l'importance de l'insécurité alimentaire aujourd'hui dans le monde. Nous allons voir qu'il y a eu des grands progrès en matière de sécurité alimentaire dans le monde, mais que cela reste un des objectifs importants pour le futur. Deuxième objectif, nous allons constater les inégalités dans l'accès à l'alimentation. Nous allons constater ces inégalités à différentes échelles et selon les groupes sociaux. Je vous rappelle, avant de commencer sur le thème de l'insécurité alimentaire, la problématique générale de notre leçon. Nous avons vu que face à la croissance de la population mondiale, il fallait se demander quels étaient les systèmes agricoles mis en place afin de parvenir à nos besoins. Il faut aussi voir quelles sont les conséquences de ces systèmes agricoles sur notre environnement, aussi sur notre santé, pour voir combien de temps ces systèmes vont satisfaire nos besoins, en gros, s'ils nous permettent un développement durable, puisque le développement durable est le thème de notre année. Nous avons étudié la révolution verte en Inde, et je vais faire de nombreuses références à cette étude dans le cadre de cette question sur l'insécurité alimentaire. Alors on y va, on est dans le grand 1, des hommes toujours plus nombreux, un défi alimentaire. Nous avons en classe fait un travail autour de cette caricature et nous avons vu que la disponibilité était une des questions clés en matière d'alimentation mondiale. La deuxième question clé est celle de la durabilité. Il faut donc commencer par définir qu'est-ce que la sécurité alimentaire. Donc à partir de ce texte qui nous vient de la FAO, la Food and Agriculture Organization, nous pouvons voir la définition de la sécurité alimentaire. Ce texte est assez clair en la matière. Alors la FAO, qui est une organisation dépendante de l'ONU et spécialisée dans la question donc, de l'alimentation et toutes les questions agricoles, nous permet de voir que pour qu'il y ait sécurité alimentaire, l'alimentation doit être accessible à l'ensemble de la population et que la nourriture, comme on le voit ici, doit non seulement être suffisante en quantité, mais aussi satisfaisante, par sa qualité. Donc, deux notions très importantes de la sécurité alimentaire. Maintenant que nous avons défini le terme, nous voyons que le problème de l'insécurité alimentaire est donc double. C'est tout d'abord un problème quantitatif, et c'est ce que l'on appelle la sous-nutrition. La FAO fixe un seuil de la sous-nutrition à 2700 calories par jour par habitant. Ce seuil est réévalué à la hausse très souvent. Par exemple, il y a 2 ans, il était à 2400 calories par jour par habitant. Donc vous trouverez peut-être parfois des seuils différents. Le deuxième problème, c'est un problème qualitatif, celui de la malnutrition, ce qui nous permettra d'évoquer des problèmes de gens qui n'ont pas des diètes alimentaires complètes, et puis aussi le problème de l'obésité, dont nous parlerons. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, c'est cette insécurité alimentaire que nous venons de définir, est-elle liée à une éventuelle surpopulation? Donc le malthusianisme a-t-il raison de dire que nous ne pourrons pas nourrir 9 à 11 milliards d'habitants selon les prévisions de l'ONU d'ici 2050? Alors nous avons étudié cette carte en classe et nous avons établi qu'en fait il n'y a pas ou très peu de lien entre la population et la sécurité alimentaire. Par exemple, regardons ici ces régions qui sont en très forte insécurité alimentaire ne sont pas du tout des régions fortement peuplées du globe. A l'inverse, quand on regarde les grands foyers de peuplement d'Europe ou d'Amérique du Nord-Est, on voit bien que ce ne sont pas des régions qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Il n'y a donc pas de lien direct entre les deux. Bien entendu, si on regarde l'Inde et la Chine, ces deux géants démographiques, là on y voit forcément un lien. Mais les autres pays du monde ne nous permettent pas de valider cette théorie d'un lien entre insécurité alimentaire et surpopulation. On va donc se poser les vraies questions. On va essayer de voir à l'échelle du monde les tendances de l'insécurité alimentaire. On va voir que de nos jours, un habitant sur 8 souffre de la faim dans le monde et qu'il y a un accès inégal à la nourriture entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. Un habitant sur 8, c'est pas si mal, c'est ce que nous allons voir. Et les différences entre pays du Nord et pays du Sud, on va voir que même à l'intérieur de ces catégories, il y a de grandes différences. On va commencer par un constat plutôt optimiste. Le monde est de mieux en mieux nourri. Jamais nous n'avons mangé autant à notre faim. Ce graphique nous le prouve, regardez. On voit que la population mondiale entre 1960 et 2009 a été multipliée par 2,3. La production agricole, elle,
Regardez, vous voyez que la courbe est nettement au-dessus. Elle a été multipliée par 2,8. La production agricole va donc plus vite que l'augmentation de la population. Regardez cette carte de la sous-nutrition, cette double carte de la sous-nutrition dans le monde. Regardez la situation dans les années 90-92. Tous ces pays sont très foncés. On voit que sur la période 2010-2012, la situation est améliorée. Regardez du côté des géants démographiques de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Ici, on voit que la situation va bien mieux aussi. Donc ces cartes vont dans le même sens de nous rassurer quant à la population. On en conclut donc que la croissance de la population mondiale pourrait ne pas être un enjeu majeur quand on sait que depuis les années 60, cette production agricole a progressé plus vite que la population. Comme on l'a vu sur le graphique, elle a été multipliée par presque 3, alors que la population mondiale, elle, n'a été multipliée que par 2,3. Et puis vous pouvez noter le chiffre, en 1960, un homme sur 3 souffrait de la faim, et il s'agit d'aujourd'hui d'un homme sur 8. Maintenant que nous avons vu cette tendance générale, reprenons ce graphique. Alors ce graphique nous montre la même tendance. Regardez, années 60-70, une personne sur 3, année 2010, une personne sur 7. Donc on confirme ce que l'on a dit. Si je regarde la courbe, je vois que effectivement, si la sous-nutrition baisse jusqu'en année 2005, malheureusement, depuis les années 2005, on voit qu'elle regagne du terrain. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la sous-nutrition regagne du terrain. Donc depuis les années 2000, vous pouvez noter le nombre de personnes sous-alimentées augmente et les écarts se creusent dans les PED entre les pays émergents qui eux vont se nourrir de mieux en mieux, notamment les BRICS, dont nous parlons beaucoup en classe, et les PMA, où famine et crise se multiplient, et notamment l'exemple de l'Afrique subsaharienne. Nous avons d'ailleurs vu en classe le cas de ces pays émergents qui vont même jusqu'à racheter des terres agricoles dans les PMA, et ils importent comme ça la production qu'ils produisent dans les PMA. Alors, c'est pour ça que nous allons voir dans notre petit 2 que la sous-nutrition reste inquiétante dans le monde. Vous avez ce document intéressant dans votre livre. Je vais vous présenter le même, mais un petit peu plus actualisé, ici. Alors, ce document nous montre que depuis 1996 environ, le monde, ici, on le voit, est sorti du seuil des 2700 kilocalories par personne par jour, donc le fameux seuil de la sous-nutrition. On peut donc dire que depuis 1996, la moyenne mondiale est au-dessus de ce seuil. On remarque néanmoins que les pays en développement ne ont franchi ce seuil qu'après les années 2005. Et même après que les PED aient franchi ce seuil, il reste ici les pays d'Asie du Sud qui viennent tout juste de passer le seuil des 2700 kilocalories par personne par jour. Et on voit que les pays d'Afrique subsaharienne sont loin de franchir ce seuil. Et que même en 2030, les prédictions montrent qu'ils n'auront certainement pas franchi ce seuil. On peut donc en conclure que le progrès global ne résout pas le problème de la faim dans le monde et que les progrès sont très inégaux selon les régions. Donc on vient de voir des progrès très inégaux entre PID et PED, mais aussi à l'intérieur des PED, entre les pays d'Asie du Sud, par exemple, les PMA, tous les PMA d'Afrique subsaharienne. La ration alors, comme exemple, la ration alimentaire de l'Asie du Sud vient tout juste d'atteindre 2700 calories. Et ici, un autre exemple, l'exemple de l'Afrique subsaharienne, qui ne devrait même pas atteindre les 2700 calories d'ici 2030. Et ici, ce graphique en anglais qui nous montre que c'est une personne sur 4 qui souffre de sous-nutrition en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire le double, 2 fois la moyenne mondiale. Bon, juste pour information, je vous le dis, le plus grand nombre de personnes sous-alimentées reste quand même en Asie, mais c'est du fait de l'importance de la population asiatique, puisqu'il y a en Asie 4,3 milliards d'habitants, 4,3 des 7,2 milliards que compte la planète. Alors, on va maintenant s'intéresser à des différences à l'intérieur des pays. On va se concentrer sur 2 pays, un que l'on connaît bien, l'Inde. On le connaît bien parce qu'on a étudié la Révolution verte et on a vu que cette Révolution verte a fait de l'Inde le 2e producteur mondial de riz. L'Inde est un des géants agricoles du monde. Vous voyez, dans cette carte des 11 acteurs mondiaux de la planète agricole, elle en fait partie. Un autre exemple, c'est le Brésil, aussi un immense géant agricole, un géant agricole qui est 2e en production de soja et de viande de bœuf et qui, dans les années futures, dépassera certainement les États-Unis. Alors, je vous rappelle que les 2 leaders mondiaux en matière de production agricole, pour l'instant, c'est l'Union européenne et les États-Unis.
donc quasiment à égalité, ça dépend des productions. C'est les deux grands géants mondiaux de production agricole. Eh bien, le Brésil, dans cette course, se rapproche beaucoup de la tête. Alors, nous avons vu qu'en Inde, eh bien, les inégalités étaient flagrantes. Nous avons vu que tout le monde n'avait pas profité de la révolution verte, selon les régions, mais aussi selon les catégories sociales. Regardez ici, par exemple, c'est un géant agricole, mais pourtant l'Inde a une situation qui est entre 15 et 24% de sa population qui reste en sous-nutrition. Et le Brésil, regardez ici, entre 5 et 15% de sa population qui reste dans une situation de sous-nutrition. On voit donc qu'il y a donc des inégalités à l'intérieur des pays, et vous pouvez noter ces deux exemples qui nous le prouvent. On conclut de tout cela que l'insécurité alimentaire ne s'explique pas seulement par une incapacité à produire. Au contraire, on l'a vu avec ces deux géants, ils produisent beaucoup. Le problème, c'est que l'insécurité, elle est aussi liée au prix des ressources alimentaires. Et ça explique que ce sont toujours les groupes sociaux les plus pauvres qui sont concernés par l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire est donc un problème très étroitement lié à la pauvreté et au niveau de développement.